Ok, donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sébastien, je suis accompagné de Kevin. On est tous les deux membres de la core team tech de CrowdSec et donc aujourd'hui on va vous montrer, on va vous expliquer comment fonctionne CrowdSec, pourquoi et vous faire une petite démo de l'outil. Tout d'abord, pourquoi CrowdSec? Alors tout simplement parce qu'aujourd'hui la sécurité c'est loin d'être un enjeu qui est résolu. On le voit, des entreprises qui ont des budgets sécurité faramineux qui continuent à se faire attaquer et à se faire pirater, et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une question de temps. L'attaquant, il choisit quand il vous attaque. Une vulnérabilité devient publique sur un logiciel que vous utilisez. L'attaquant, lui, que vous soyez au bord de la piscine en train de vous reposer ou en train de travailler, c'est pas son problème. Ces scripts vont quand même pouvoir vous attaquer et potentiellement vous compromettre. En plus de ça, on va aussi avoir le délai entre la publication de la vulnérabilité et l'application du correctif, qui peut aller de quelques jours à quelques mois, suivant l'entreprise, suivant les process, etc. Aujourd'hui, on a aussi un problème sur le périmètre. On est bien loin des infrastructures d'il y a quelques années où on avait un bastion qui pouvait tout protéger. Aujourd'hui, tout le monde a plusieurs comptes sur AWS, sur GCP, avec des infras qui sont éclatés, avec plein de services en SaaS. Des développeurs qui peuvent créer des infrastructures entières sans demander l'avis à personne ou presque, potentiellement en contournant tous les contrôles qui peuvent être mis en place au sein de l'entreprise, et aussi pour une question de coût. Donc comme je le disais, une entreprise peut avoir un budget sécurité faramineux, mais l'attaquant, lui, pour attaquer, ça va lui revenir à quasiment rien. Il va pour la plupart du temps utiliser des ressources volées, donc, qui sont issues d'une compromission précédente. Donc en termes d'investissement, vraiment pur argent, c'est zéro, juste un peu de temps pour potentiellement aller scanner Internet, trouver un WordPress vulnérable, le compromettre et se servir de cette machine comme base pour enchaîner d'autres attaques. Donc comme je disais, la stratégie un peu du château fort avec un bastion qui va tout protéger, qui va contrôler tous les accès, etc., aujourd'hui, malheureusement, ça ne marche plus. Les ressources IT sont complètement éparpillées aux quatre coins d'Internet, AWS, du SaaS, etc. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut protéger ces serveurs qui sont vraiment éparpillés sur Internet. Et donc pour nous, la réponse à cette question, c'est exposer une API HTTP qui permettra aux différents services d'aller interroger une base centrale de réputation d'IP. Pourquoi du HTTP? Parce que tout simplement, aujourd'hui, tous les services parlent HTTP. Votre serveur web, bien sûr, va savoir faire du HTTP. Votre applicatif va savoir faire du HTTP, etc. Et l'autre partie, pour nous, de la réponse, c'est le nombre. Parce que tout le monde est soumis à des attaques en permanence sur Internet. Donc pourquoi ne pas tout simplement mettre en commun toute cette connaissance qui émerge de tous les sites, par tous les serveurs qui sont attaqués, et la partager avec les autres membres de la communauté. Donc c'est un peu ça notre ambition, c'est construire le Waze de la réputation d'IP, donc avec un composant IPS local. Donc la détection d'attaque se fait localement sur vos machines, on va inspecter vos logs, on va prendre des décisions en fonction de ce qui se passe dans vos logs. Localement, vous allez pouvoir bloquer ces attaques, et ensuite vous allez pouvoir partager ces attaques à la communauté. Donc là, c'est l'aspect CTI global, et donc vous allez pouvoir protéger toute la communauté. Donc il suffit que juste quelques membres de la communauté se fassent attaquer pour que mécaniquement toute la communauté soit protégée de l'IP en question qui vous a attaqué. Donc bonjour à tous, je vais vous présenter du coup comment fonctionne CrowdSec en 4 étapes avant de passer à la démonstration. Dans un premier temps, CrowdSec ça a besoin de lire des logs, donc depuis du fichier, du syslog, du journald, ça peut être du CloudWatch ou dans le futur de l'Elasticsearch, du Kafka et d'autres modules selon les besoins de la communauté. Ensuite, CrowdSec ça va parser et normaliser ces logs donc, et les confronter à des scénarios, pardon. Donc un scénario, ça va être une description d'une attaque, ça peut être du brute force, du scan de port, du scan web, ou toute autre attaque qui peut être identifiable via vos logs. Donc là vient la partie IDS de CrowdSec. L'agent détecte une attaque et va émettre une alerte. Cette alerte elle va être transformée en décision, donc ça peut être un ban ou un captcha d'une durée de 4 heures par exemple, et ça va être consommé via des bouncers. Donc des bouncers sont des programmes ou des plugins ou des librairies qu'on peut intégrer à nos applications.
qui va interroger l'API de CrowdSec pour bloquer une IP, ou renvoyer un CAPTCHA ou de la 2FA selon les besoins. Et dans un autre temps, CrowdSec va envoyer l'adresse IP qui a émis l'attaque à nos serveurs pour qu'on puisse la redistribuer au reste de la communauté. Donc là, on vient à la partie un peu CTI de CrowdSec. Donc un bouncer est alimenté par de l'analyse comportementale, mais également par l'aspect CTI. Donc là, on va passer à la démonstration. Donc pour la démonstration, on a un serveur sous Linux, donc ça sera les deux terminaux ici, qui tourne à Nginx et un WordPress, et à droite, on aura un serveur pour les attaques. Donc tout d'abord, on va installer CrowdSec. Donc pour ça, il faut installer les repos de CrowdSec. Donc là, on installe les repos. En attendant... Là, faites donc une installation en temps réel, là. Oui, on fait une démo en temps réel. C'est bien, c'est courageux. On a confiance. Donc là, on installe le logiciel CrowdSec. Donc là, on peut voir qu'il a détecté les services qui tournent sur la machine, donc du Nginx, du SSH, du MySQL et un serveur Linux. Du coup, il a ajouté dans la configuration de CrowdSec les fichiers de log à monitorer pour détecter des attaques. Ensuite, il s'est enregistré auprès de l'API centrale de CrowdSec pour le partage d'informations, donc la réception et l'envoi de signal. Il s'est enregistré auprès d'une API locale qui expose CrowdSec pour que plusieurs agents puissent communiquer entre eux. Et il a installé également les collections. Donc les collections, c'est un ensemble de parseurs et de scénarios pour protéger un service. Donc là, on a un CrowdSec qui tourne. Donc premièrement, on va l'enrôler auprès de la console. Donc ça, c'est une console SaaS faite par CrowdSec, où on peut monitorer et voir un peu les attaques de l'ensemble de ces instances de CrowdSec. Donc là, on s'enrôle auprès de la console et on va la valider. Donc on pourra voir à la fin de la démonstration les attaques qu'on a faites sur le CrowdSec. Du coup, on va commencer par lancer un simple Nikto. Donc Nikto, c'est un scanner web, directement sur notre WordPress. Et on va voir que CrowdSec détecte plusieurs types d'attaques. Donc voilà, on peut arrêter le scanner. Donc là, on peut voir que CrowdSec a déclenché les scénarios HTTP sensitive file. Donc ça, c'est parce que le scanner a essayé d'accéder à des fichiers sensitifs. Donc le scénario va comparer ces fichiers à une liste de fichiers prédéfinis. Donc là, il en a déclenché parce que le scanner a essayé d'accéder à plusieurs de ces fichiers. Il a également déclenché le crawl non statique parce que le scanner a essayé d'accéder rapidement à plusieurs pages du site web dans une courte période de temps. HTTP prodding parce qu'il a essayé d'accéder à des fichiers qui n'existaient pas ou qui étaient interdits d'accès pour un utilisateur normal. Et Bad User Agent parce que c'est un scanner. Du coup, on peut voir que CrowdSec a émis une décision. Je vais agrandir. Donc un ban pour une durée de 4 heures. Donc pendant 4 heures, l'adresse IP que vous voyez là sera bannie. Par contre, si on essaye d'accéder au site web, on peut voir qu'on y a toujours accès et qu'on n'est pas bloqué parce qu'on n'a toujours pas installé de bouncer. Et donc, vu qu'on a un Nginx qui tourne, on va pouvoir installer directement le bouncer Nginx. Donc, on a la liste des bouncers directement sur le hub. Donc, voilà la liste. Et nous, on va prendre celui de Nginx. On va aller directement depuis la documentation pour l'installer. Le bouncer est directement disponible depuis nos repos également. Vu que le bouncer est installé sur le même serveur que la local API, il va automatiquement s'enregistrer, donc générer la clé d'API et le rentrer dans la configuration du bouncer. Donc on n'a rien à faire si ce n'est redémarrer le service. Et là, si on essaie d'accéder au site web, on reçoit bien une 403, donc on a bien été bloqué. Donc là, on vient de voir comment installer CrowdSec et détecter et bloquer une attaque assez facilement. Maintenant, si on prend le cas d'un e-commerçant, par exemple, qui souhaiterait plutôt renvoyer des CAPTCHA plutôt que bloquer des adresses IP parce que peur du faux positif et de bloquer des potentiels clients, on va utiliser un autre bouncer. Donc, on va déjà supprimer le précédent. Et là, on va pouvoir installer le bouncer WordPress directement, donc qui est disponible sur la marketplace.
En attendant, on va aller modifier le fichier de configuration de profil de CrowdSec, parce que par défaut, CrowdSec applique des bans, mais nous, on peut vouloir lui dire, pour les scénarios de type HTTP, renvoie plutôt un CAPTCHA plutôt qu'un ban. Donc on va s'inspirer de la configuration existante. On va dire à CrowdSec que la décision doit être de type CAPTCHA, toujours pendant une durée de 4 heures. Et par contre, on veut que ça matche uniquement sur les scénarios de type HTTP. Et on va donner un nom à ce profil CAPTCHA. Il faut le mettre en premier parce que sinon le profil d'avant va passer et va appliquer le ban avant l'application du CAPTCHA. On va supprimer toutes nos décisions existantes. Donc là, je supprime 500 décisions parce qu'en plus de celles qu'on a déclenchées là, il y avait toutes celles récupérées par la communauté. Et on va enregistrer le bouncer, parce que là, on ne peut pas faire automatiquement, vu que c'est depuis la marketplace de WordPress. On va enregistrer le bouncer pour générer la clé d'API. On va l'appeler comme ça. Donc là, on a une clé d'API qu'on va pouvoir rentrer dans la configuration du bouncer. Ici, on rentre l'adresse de la local API, donc là c'est localhost 8080. On enregistre. Donc là, on n'a aucune décision. On va relancer notre scanner. Ah oui, il faut redémarrer CrowdSec vu qu'on a modifié ses profils. On relance le scanner. Et si on regarde les décisions, on peut voir que CrowdSec a généré une décision toujours pour une durée de 4 heures, mais cette fois-ci avec un CAPTCHA. Donc là, vu que je suis sur un serveur qui est distant, on peut essayer toujours de requêter le site web. J'ai pas redémarré le Nginx tout à l'heure aussi, après avoir désinstallé le bouncer. Pardon. Et donc là, on voit pas bien, mais enfin, le bouncer nous a bien envoyé un CAPTCHA. On peut même essayer, du coup, de prendre l'adresse IP avec laquelle mon ordinateur sort. Rajouter une décision manuelle directement via l'outil en ligne de commande avec un type CAPTCHA. Et du coup, si on essaye d'accéder au site, on a bien un CAPTCHA. Donc c'est ce qu'aurait eu un attaquant si il était depuis le serveur où j'ai fait l'attaque. Et on résout le CAPTCHA et on a bien accès au site. Donc là, on vient de voir une deuxième manière d'utiliser CrowdSec, donc en renvoyant un CAPTCHA plutôt qu'un ban, et ça au niveau web. Maintenant, on va voir une troisième attaque et un troisième bouncer. Donc là, plus pour du scan de port, par exemple, si on veut se protéger du scan de port. Donc le bouncer WordPress, lui, pourrait rien faire parce que c'est plus au niveau réseau. Donc on va utiliser le bouncer firewall et on va installer la collection iptable qui va installer le parseur et le scénario qui va bien. Donc on va commencer par supprimer les décisions. Et depuis le hub, on peut voir les collections. Donc les collections, c'est un ensemble de parseurs et de scénarios. Ils peuvent être faits par nous ou par la communauté. Donc là, on a la collection iptable, donc qui contient le parseur et le scénario. On installe, on redémarre CrowdSec, on reload CrowdSec même. Et un petit prérequis du coup pour pouvoir détecter ce scan de port, c'est de pouvoir loguer les connexions entrantes sur votre serveur. Donc pour ça, il faut activer ça côté iptable. Oups. Donc là, on active le login côté iptable. On a bien la collection installée. On va pouvoir lancer un nmap par exemple sur le serveur. Et voir que CrowdSec a bien détecté un scan multiport, mais qu'on a toujours accès au serveur parce qu'on n'a toujours pas installé le bouncer. Donc, aussi, par exemple,
J'essaie d'accéder au port 22. J'ai bien accès au port 22. Donc maintenant, on va installer le bouncer firewall, également disponible depuis le hub, mais on va aller chercher aussi depuis la documentation directement. Il est également disponible dans les repos de CrowdSec. Donc là, on va installer celui pour iptable parce qu'on a du iptable. Lui aussi va directement s'enregistrer auprès de l'API locale parce qu'on installe les deux sur le même serveur. Mais vous pouvez très bien avoir le bouncer sur vos firewalls qui sont en tête de réseau et l'API locale plus loin dans le réseau. Donc là, on a le bouncer d'installer. Et si on essaye de réaccéder au serveur, on voit bien qu'on n'a plus accès, qu'on n'a plus la bannière SSH. Donc voilà, là, on a vu comment protéger vos serveurs de 3 manières différentes. Et maintenant, on va pouvoir voir sur la console de CrowdSec les alertes qui ont été générées. Donc voilà. Donc là, on a des graphes qui permettent de visualiser un peu l'activité. Donc par adresse IP, par AS. Donc là, il n'y avait pas d'AS parce qu'il n'a pas pu l'enrichir. Par pays, par scénario et par machine. Donc là, on n'a pas beaucoup de machines, on n'a pas beaucoup de scénarios, donc c'est pas très visualisant. Mais si vous avez une grosse flotte, vous pouvez voir vraiment le trafic de toutes vos instances de CrowdSec. Et vous avez également la liste de toutes les alertes qui ont été émises et que vous pouvez ensuite filtrer. Bon, bah là, tout vient des USA, mais on pourrait filtrer par pays pour voir tout ce qui vient des USA ou par scénario ou par machine que vous possédez. Donc voilà pour la partie console. Maintenant, on va avoir un dernier point de CrowdSec, 2 derniers points même, c'est que vous pouvez aussi utiliser un dashboard local, donc qui s'appuie sur Metabase, que vous pouvez déployer avec l'outil en ligne de commande. Donc là, je vais le déployer. Donc ça prend un petit peu de temps. Et du coup, en attendant, je vais pouvoir vous montrer comment avec CrowdSec aussi, on peut rejouer des logs du passé, donc pour du forensic ou parce qu'on veut tester un nouveau scénario ou pour d'autres raisons. Donc là, j'ai un fichier de log qui date de 2019 d'un serveur Nginx. Et du coup, je vais lancer CrowdSec. En lui donnant le type Nginx. Et en ne lançant pas l'API locale, du coup, parce que par défaut, il lance une API locale, mais vu qu'on a déjà la nôtre qui est de lancer, on n'a pas besoin d'en lancer 2. Et donc là, on peut voir que CrowdSec commence déjà à détecter des attaques depuis ce fichier de log, donc qui se sont produites en 2019. Donc voilà, il détecte plein d'attaques, c'est un gros fichier. Et on va ensuite pouvoir les visualiser directement depuis le dashboard qui est en train de se déployer. Donc c'est du Docker qu'il y a derrière. Il faudrait au moins une machine avec 1 giga de RAM, voire plus. Sinon, ça risque de ne pas marcher. Donc voilà, le dashboard est déployé. Donc par défaut, vous avez 3 tableaux de bord, 3 dashboards. Un qui liste les décisions actives, donc ça équivaut à faire CSCLI Decision List. Un avec l'historique d'alerte, donc toutes les alertes qui ont été émises par CrowdSec. Du moins par les agents CrowdSec qui envoient cette API locale. Et une vue globale des alertes et des IP qui vous ont attaqué. Donc là, on peut voir qu'on n'a que 15 alertes parce qu'on filtre sur le dernier mois et que le mode rejeu qu'on vient de faire date de 2019. Donc on peut filtrer sur les 3 dernières années. On peut voir du coup que le nombre d'alertes augmente. Donc ce sont toutes les alertes qu'a détectées CrowdSec pendant le rejeu. On peut l'arrêter. Donc là, on peut voir que toutes ces adresses IP ont attaqué le serveur web Nginx du fichier log. On peut voir un peu la timeline des scénarios, les adresses IP. Donc on peut voir que celle-ci a attaqué un petit peu plus que les autres. Elle a attaqué qu'une seule machine. Et là, on a la répartition des scénarios, des AS et de l'origine. Donc ça peut être soit CrowdSec, soit l'outil en ligne de commande pour l'ajout de décision manuelle, soit vous verrez aussi CAPI, donc qui est la centrale API, donc celles sont les IP que reçoit CrowdSec de la communauté. Donc voilà pour la démonstration. On va reprendre la présentation. Donc après cette démonstration, je vais pouvoir vous présenter CrowdSec un peu plus dans les détails. Donc CrowdSec, c'est un agent, une API locale, un outil en ligne de commande. Donc l'agent, il va lire des logs, il va les confronter à des parseurs et des scénarios.
Il peut être installé sur plusieurs serveurs en parallèle et envoyer ces alertes à une seule local API, ce qui permet de mutualiser toutes les décisions qui seront prises entre tous vos serveurs. Ensuite, cette local API, c'est un peu le point central. Elle va te permettre d'envoyer le signal à la communauté et de recevoir en retour le signal de la communauté. Elle va pouvoir envoyer des notifications, donc des décisions qui ont été prises sur du Slack, du Splunk, de l'Elasticsearch ou tout autre composant qui dispose d'une API HTTP pour recevoir de l'information. Et elle va être consommée par les bouncers. Les bouncers, donc, ce sont les modules ou les plugins ou les librairies qui permettent de bloquer les adresses IP. Donc, les bouncers n'ont pas tous les mêmes capacités. Le bouncer WordPress et Cloudflare, eux, pourront renvoyer du CAPTCHA ou bloquer des IP, là où celui de Nginx et d'un firewall pourront uniquement bannir les IP. Et actuellement, CrowdSec, il est disponible sur Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora, Docker, FreeBSD, et il y a un port de Windows qui est actuellement en cours. Donc là, vous avez des exemples d'attaques que CrowdSec peut détecter. Donc ça va des attaques assez génériques, comme du scan de port, du scan web, à des attaques un peu plus spécifiques ou métiers. Donc là, qui nécessitent une customisation un peu de CrowdSec pour pouvoir parser des logs qui seraient propres à vous, et du coup faire les scénarios en conséquence. Donc là, on a vu comment CrowdSec fonctionnait. Donc on a mentionné le fait que quand une décision est prise, elle est remontée à l'API centrale pour ensuite être partagée à la communauté. Et donc quand on dit ça, en général, la première question que nous posent les gens, c'est comment est-ce que vous gérez soit le poisoning, donc un acteur malveillant qui chercherait à pousser volontairement des fausses IP qui ne sont pas méchantes dans la base qui est redistribuée aux utilisateurs, ou même les faux positifs. Donc là, juste un utilisateur qui aura fait une erreur de configuration de son côté et qui nous remonterait des IP qui ne font pas d'attaque. Donc pour éviter ça, on a un système qu'on appelle le consensus. Donc quand vous installez CrowdSec, chaque utilisateur, on va lui attribuer un score de confiance. Donc juste après l'installation, le score de confiance, il est de 0. Donc c'est-à-dire que vous allez nous remonter l'information, mais cette information ne sera jamais prise en compte quand nous, on va essayer de déterminer si jamais vous avez remonté quelque chose de vrai ou pas. C'est-à-dire donc l'info est là, on la stocke, on va quand même la corréler par rapport aux autres décisions prises par la communauté pour augmenter quand même votre score si jamais c'est une décision qui effectivement, d'après l'avis d'autres membres de la communauté, va être distribuée, mais votre voix en tant que telle ne sera pas prise en compte. Donc votre score va monter comme ça. On opère aussi également un réseau de honeypots, donc qui nous sert un peu en quelque sorte à bootstrap le système de réputation, donc parce que les honeypots, c'est des machines qui sont sous notre contrôle, c'est des machines qui n'exposent aucun service légitime, il n'y a personne qui les connaît, elles se font uniquement scanner par des robots qui vont scanner tout Internet. Donc on sait que toutes les remontées d'attaques faites par nos honeypots sont des remontées légitimes. Donc ça nous permet d'avoir au moins un point de référence pour tous les rapports de la communauté qui nous permet donc de comparer aussi les remontées des nouveaux utilisateurs et donc d'augmenter leur score comme ça avec le temps. Et une fois que votre score est suffisamment important, si jamais suffisamment d'utilisateurs de la communauté qui ont des scores importants se mettent d'accord pour dire que telle IP est malveillante, dans ce cas-là, elle va être distribuée à la communauté. On a également un système de canary, donc qui va contenir des IP de tous les gros CDN, des ranges d'IP de Google, etc., qui sont des IP étant connues comme n'étant pas malveillantes. Du coup, si jamais un utilisateur nous remonte une IP appartenant à l'un de ces ranges, on va ignorer sa remontée. Et si jamais l'utilisateur fait ça de manière trop régulière, là, du coup, son score de confiance va s'en retrouver impacté, tout simplement parce que un utilisateur qui nous remonte régulièrement des faux positifs, on peut difficilement lui faire confiance parce qu'on ne sait pas si jamais un autre rapport, une autre remontée sur une autre IP, on ne sait pas si c'est encore un faux positif ou si c'était effectivement une vraie attaque. Donc on est vraiment dans une guerre de ressources contre les hackers. Ils vont globalement utiliser dans la quasi-totalité des cas des ressources volées, des IP volées, donc issues de précédentes compromissions. Et donc nous, voilà, vraiment, notre but,
c'est de leur retirer ces ressources en quelque sorte en brûlant les IP qu'ils utilisent, parce que donc il suffit qu'ils attaquent juste quelques membres de la communauté pour que derrière toute la communauté soit protégée. C'est aussi un peu la différence qu'on a avec les réseaux de CTI plus classiques, qui eux vont opérer donc une flotte d'Onipods, donc potentiellement plusieurs centaines de machines réparties chez différents hébergeurs, qui vont exposer des services qui sont émulés, qui ne vont jamais recevoir de vrai trafic, qui vont uniquement recevoir du trafic qui vient de bots. Où nous, à la différence, donc les remontées d'informations qu'on a proviennent de la communauté et donc proviennent de vrais serveurs, si on veut, de serveurs qui vont recevoir du vrai trafic avec des utilisateurs légitimes, avec des vrais services qui vont répondre des vraies réponses. Donc un site d'e-commerce, il va fonctionner intégralement, etc. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir une diversité beaucoup plus importante, parce qu'on n'est pas limité nous-mêmes à choisir les différents hébergeurs qui sont utilisés par nos clients. Naturellement, donc on va avoir une grosse diversité, que ce soit en termes de localisation de pays, que ce soit en termes d'hébergeurs, que ce soit en termes d'AS, que ce soit en termes de range, parce que tout ça aussi, ça a un impact assez important sur la typologie des attaques qu'on voit sur une IP. Par exemple, une IP qui est hébergée aux US ne verra pas forcément le même type de scan qu'une IP qui est hébergée en France ou en Asie. Donc ensuite, autre point très très important pour nous, donc vous nous remontez de l'information, mais quelque chose sur lequel on insiste énormément, c'est que vos logs ne quittent jamais vos machines. Tout le processing des logs est fait uniquement en local, donc le parsing et le match sur les scénarios, c'est en local. Les logs vraiment restent uniquement dans le process CrowdSec. Les seules données que l'on va récupérer, donc c'est le timestamp de l'attaque, l'IP de l'attaquant pour qu'on puisse la redistribuer derrière, et ensuite le scénario pour qu'on sache quel comportement l'IP a eu. Et donc voilà, on ne récolte aucune donnée de plus. En plus, donc, la partie communautaire est complètement optionnelle. Alors, elle est activée par défaut quand vous installez CrowdSec via nos paquets. Mais si vous voulez la désactiver parce que vous n'avez pas envie de remonter l'information, tout simplement parce que vous n'avez pas envie, vous avez des problèmes de compliance qui font que vous ne pouvez pas envoyer d'informations extérieures, ça se désactive sans aucun souci et CrowdSec continuera à fonctionner. Normalement, la seule différence, c'est que vous n'aurez pas la protection de la communauté. Et en termes de monétisation, on va chercher uniquement à monétiser soit des fonctionnalités de gestion de flotte, donc vraiment à destination d'hébergeurs ou de grosses entreprises, avec potentiellement des déploiements de centaines d'instances de CrowdSec, pour des petits déploiements, donc vous en personnel, ou même une petite entreprise avec quelques serveurs, là tout restera gratuit. Et également, on va aussi monétiser l'accès direct à notre API pour avoir des informations sur une IP. Donc là, vraiment plus une approche CTI. Donc comme je disais, en termes de monétisation, aujourd'hui, tout ce qui est gratuit le restera aujourd'hui et demain. Le logiciel est open source, vous pouvez en faire ce que vous voulez, il est sous licence MIT. Donc vous pouvez le forker, vous pouvez le modifier, vous pouvez le redistribuer. Nous, ça ne nous pose aucun problème, tout simplement parce que pour nous, la partie open source, c'est juste une fin pour un moyen. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est la construction de la base de réputation d'IP. Et donc ça, on a tout intérêt à ce que le logiciel soit open source, soit accessible au plus grand nombre pour justement construire cette communauté qui va nous permettre de construire la base la plus importante possible et donc en retour protéger de la manière la plus efficace possible la communauté. Donc bien sûr, vu que le logiciel est open source, si jamais vous décidez de l'auditer, de regarder comment ça fonctionne, vous pouvez aller sur le GitHub, vous pouvez faire ce que vous voulez, vraiment tout le code est présent. Et bien sûr, on accepte avec joie les contributions, donc que ce soit pour le corps de CrowdSec ou même pour toute la partie hub, donc c'est-à-dire les scénarios, les parseurs, les collections, etc. Donc si jamais vous voulez utiliser CrowdSec, mais que pour une raison X ou Y, aujourd'hui, nous, on ne fournit pas de parseur ou de scénario pour l'applicatif que vous voulez protéger, donc vous pouvez vous-même écrire ces parseurs et scénarios, et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre à disposition ce que vous avez écrit dans le hub, pour que derrière, toute la communauté puisse l'utiliser également.
Et donc pour finir, quelques chiffres. Aujourd'hui, on est à plus de 35 000 installations vraiment sur toute la planète. On a plus d'1 million d'adresses IP qui ont été remontées par la communauté. Et alors, sur ça, j'insiste bien, c'est vraiment 1 million d'adresses qui sont remontées. Ce n'est pas 1 million d'adresses que nous, on a repartagées à la communauté. En moyenne, on va repartager entre 2 et 3% de toutes les adresses qui nous sont montées, parce que, donc, justement, comme j'expliquais avant, pour éviter les problèmes de faux positifs, de poisoning, etc., aujourd'hui, on est extrêmement prudent sur les IP qu'on distribue, donc on va redistribuer uniquement les IP, on est certain à 100% que ce sont des IP malveillantes. C'est pour ça que voilà, on va distribuer encore peu d'IP, mais on travaille à améliorer justement nos mécanismes de détection et de corrélation pour redistribuer le plus vite possible de plus en plus d'IP. On a également des utilisateurs vraiment d'horizons divers et variés, que ce soit des hébergeurs, que ce soit des universités, des centres de recherche. Vraiment, on a une grande diversité donc dans les utilisateurs et du coup aussi dans les services qui sont exposés, etc. Et nous, notre objectif global, donc c'est vraiment notre objectif final, c'est vraiment d'avoir une CTI globale, mondiale, sur toute la planète, rassemblant le plus de machines possible, et donc du coup, qui remonterait le plus de signal possible, et donc ce qui, en retour, protégerait la communauté de la manière la plus efficace. Et voilà, donc on a fait le tour, donc si vous avez des questions. D'abord, merci Kevin et Sébastien pour cette démo, parce que c'est toujours un petit peu risqué de faire des démos en temps réel, donc on peut les applaudir. Je suis sûr qu'il y a des questions dans la salle. Bonjour, déjà, super. Merci. Super bien. J'avais une question en fait, donc, concernant la communauté, donc la taille, elle est à peu près répandue. Quel est l'impact, enfin, bon, déjà, depuis combien de temps est-ce que vous existez? 1 an et demi. Ok. Et français comme... Oui, français. D'accord. Et quel est l'impact en termes de performance sur les machines? Alors, CrowdStrike est fait en Go. Donc déjà, en termes de performance, on est très rapide. On avait fait quelques benchmarks au début en comparaison avec Cell2Ban, parce que c'est un peu la comparaison évidente. Sur des gros fichiers de log, on était environ 60 fois plus rapide. Et en termes d'impact de ressources, c'est très très léger. Parce que donc l'agent, la partie qui lit les logs, va juste se contenter de lire des logs, par exemple depuis un fichier, appliquer un pattern grok, envoyer une alerte HTTP. C'est vraiment très très léger en termes de ressources. Une petite question, est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec l'ANSI pour des échanges sur, je sais pas, comment sur l'approche globale et potentiellement, je sais pas, du conseil aux entreprises sur ces approches d'application? Alors, on a déjà discuté avec eux, voilà, on se connaît. Alors après, je ne saurais pas exactement où en sont les différents dialogues. D'accord, ok. Bonjour, du coup j'ai deux petites questions très rapides. La première c'est pour avoir une idée sur la compatibilité avec des technos de vieux, sur est-ce que vous avez l'idée de, enfin en tout cas une idée de faire une compatibilité avec les API DNS Blacklist qui peuvent être intégrés dans des outils comme Postfix, comme certains serveurs IRC, comme des choses comme ça. Alors, aujourd'hui, alors, vous pouvez importer des décisions à la main, tout du moins rajouter des décisions à la main dans CrowdStrike, donc ça pourrait être une solution. On a un dev en cours pour justement supporter l'import de décisions un peu en masse depuis un CSV, par exemple, via CSCLI, donc l'interface en ligne de commande. Donc voilà, ça pourrait, aujourd'hui ce serait ça la solution. Demain on réfléchit à d'autres solutions, par exemple via la console pour avoir de la souscription à des listes d'IP, etc. Mais c'est toujours en cours de réflexion ou dev. Ok. Et la deuxième question, c'est du point de vue des gens qui se font blacklister par votre logiciel. Donc imaginons je suis OVH et j'ai des machines de mes clients qui ont été compromises, mes IP se retrouvent dans votre système. Le jour où je supprime leur machine et je remets ma pool d'IP dans les IP disponibles, comment je fais en sorte pour, d'une part, savoir quels sont mes IP à moi qui sont blacklistés chez vous, et d'autre part, comment je fais en sorte de les déblacklister et de prouver que je suis bien de bonne foi et que cette IP repart à zéro.
Alors là, il y a plusieurs composants. Alors déjà, pour la partie suppression de la blacklist, donc là, d'ailleurs, c'est quelque chose effectivement qu'on n'a pas mentionné. Une fois qu'une IP nous est remontée, elle va rester pendant 3 jours dans la liste qui est redistribuée à la communauté. Tout simplement parce que, comme vous le dites, une IP va être compromise à un moment, mais demain, elle pourra être nettoyée. Donc si jamais nous, plus aucun membre de la communauté nous remonte des attaques venant de cette IP, elle va tout simplement expirer de notre blacklist et donc ne sera plus redistribuée à la communauté. L'autre alternative, c'est on a un formulaire sur notre site où vous pouvez demander une suppression manuelle de l'IP, de votre IP, de notre blacklist. Donc ça, c'est parce que justement vous avez été compromis, vous venez de nettoyer et vous n'avez pas envie d'attendre 3 jours parce que vous êtes bloqué par plein de sites. Dans ce cas, on peut vous retirer manuellement de la liste. Ok, moi j'ai une question. CrowdSec, c'est le produit. C'est aussi une société? Oui. Donc c'est à la fois la société. Voilà, c'est aussi le nom de la société derrière, oui. D'accord. Vous allez rester comme ça parce que vous savez que c'est toujours un problème d'avoir la société qui est le nom du produit. A priori, alors je pourrais pas répondre comme ça, mais je pense pas qu'il y ait de plan de changer le nom de la société en tout cas. Dans la salle, c'est fini. Une dernière question? Allez. Vous êtes basé à quel endroit? Paris, Nantes, Bordeaux. En fait, on n'a pas de bureau, tout le monde est en remote, donc on est un peu basé partout. En tout cas, c'est super intéressant. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Merci beaucoup.